J'ai la lourde mission d'animer cette table ronde, dans le sens où nous sommes une table ronde, mais c'est une table triangulaire, nous ne sommes que 3. Nous avons malheureusement eu une défection et on ne peut pas... Nous sommes 3 et du coup, on va essayer d'être aussi... intéressant que possible, et nous allons en même temps tirer avantage de cette petite chose. On a un peu le temps, si vous voulez. Après, on n'est pas obligé de faire 1h30. Si on sent que le sujet s'épuise, on poursuivra ensemble dans un contexte plus convivial. Il n'y a aucun souci. Le thème de la table ronde est la mutualisation. J'ai à ma gauche Krishi Beaumont et à ma droite Achim Wieland. Krishi vient d'Occitanie en Seine. Krish vient d'Occitanie en Seine et Achim donc travaille à Chypre. Nous allons ici donc parler de cette question de la mutualisation à l'international et on va peut-être commencer à écouter une brève présentation des personnes donc à ma droite et à ma gauche. On va leur demander d'expliquer, de parler un tout petit peu de leur activité d'une manière générale et puis ensuite on va peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet, celui de la mutualisation dans le cadre des coopérations et dans un contexte international. Donc, qui veut commencer? Je laisse la... Krish? Allez, Krish commence. Alors, j'ouvre le bal des présentations. Donc, je suis conseillère au sein d'Occitanie en Seine. Occitanie en Seine est l'association régionale de soutien au développement du spectacle vivant en Occitanie. Nos missions sont articulées autour des questions de structuration des filières du spectacle vivant, de la diffusion des œuvres et nous posons particulièrement la question de la coopération que nous pratiquons nous-mêmes et que nous recommandons de pratiquer, que ce soit à l'échelon local, national ou international. Dans le cadre de mes missions, j'ai notamment la coordination d'un projet européen qui s'appelle Pyrénart, qui a pour vocation l'internationalisation des entreprises du spectacle vivant, donc que ce soit les compagnies artistiques, que ce soit les opérateurs qui sont sur le territoire transfrontalier pyrénéen. Voilà, j'en parlerai peut-être un petit peu plus longtemps après qu'Achim se soit présenté aussi. Alors bonjour, Achim Wieland. Je viens en fait, j'ai 2 positions. Là, c'est donc ancien directeur artistique de la 5e édition du Buffer Fringe. Donc j'étais le curateur l'année dernière. C'est un festival donc à Chypre. Ce qui est intéressant là-dessus et qui peut être lié au thème d'aujourd'hui, c'est que ça fait dans la zone tampon qui sépare ou relie, selon de quel point de vue vous regardez, les 2 communautés principales de l'île de Chypre, donc les Cypriotes grecs et les Cypriotes turcs, avec une forme de coopération intéressée par la coopération et par la collaboration des communautés sur l'île, avec le festival Fringe donc se fait donc dans cette zone tampon. Donc je vais également parler avec vous, parce que directeur artistique d'un ensemble Seriously Yours. Nous fonctionnons à Chypre, Allemagne, avec des collaborateurs en Suisse, Suède, également la Grèce. Pas du point de vue tellement financier ou infrastructure, mais nous sommes plutôt des chercheurs qui viennent de différentes parties d'Europe, que ce soit des auteurs ou des artistes. Je vais parler de ces 2 positions et après on pourra rentrer dans le détail un peu plus tard sur ce que je fais. Okay, so this is a very short description, but it shows
Je parle en anglais. C'est une description brève, mais qui nous a permis de comprendre le contexte dans lequel Hachim évolue. Donc, on est dans le contexte chypriote, avec cette séparation entre les deux côtés, où les projets doivent circuler. Donc, est-ce que les projets, naturellement, Hachim, circulent facilement de deux côtés de l'île? Comment ça puisqu'on a un peu de temps, peut-être questionner un peu le contexte local pour comprendre un peu plus comment ça fonctionne d'une manière générale en Chypre. Comment ça se passe au niveau du paysage artistique? Comment déjà à l'intérieur, comment les spectacles circulent et comment vous accueillez ou bien comment vous exportez des artistes chypriotes? Comment ça se passe en temps, je dirais, voilà, pour qu'on ait un aperçu un peu global peut-être. Je crois que c'est sans doute mieux en termes de faire tourner notre travail. Je crois qu'il est très important pour nous d'utiliser la langue anglaise. C'est une des choses qui est très importante pour nous. L'autre chose, c'est de voir des spectacles qui sont assez petits pour être en capacité de voyager partout en Europe. Une autre chose que nous faisons très tôt, nous essayons de trouver des collaborateurs, par exemple en Suède. Si nous travaillons donc avec un acteur suédois pour essayer de faire le lien avec les autres Suédois qui peuvent nous accueillir, par exemple, pour les répétitions. Nous travaillons également avec des projets, pas le dernier, mais celui d'avant, dont je parlais à l'autre forum. C'est ce qu'on appelait l'industrie de la peur, Fear Industry. Nous avons travaillé avec des acteurs locaux dans différents pays. C'est une autre performance qui s'appelait donc l'industrie de la peur de Chypre, Fear Industry. Et nous avions des acteurs locaux donc en Suède qui parlaient, c'est venu dans notre performance parler des craintes donc en Suède ou en Suède. Ils ont parlé par exemple, le festival de Gothenburg. Et donc il y a un acteur qui est venu. Et il y a eu également un chanteur d'opéra qui a travaillé avec nous. Ce ne sont pas des grands projets financiers, mais c'est des petites façons de promouvoir et d'avoir accès au théâtre et aux lieux partout en Europe avec ces projets, si je réponds à votre question. Pour connaître un peu plus ton activité et ton activité les actions que tu as décrites, il y a aussi cet aspect, il y a l'aspect du fringe en lui-même dont tu as assuré la direction un certain nombre d'années. Est-ce qu'il y a un public professionnel qui vient, étranger, par exemple des Français, qui viennent au festival et quel est à la fois comment tu pourrais décrire le panel de propositions artistiques, de spectacles présentés et le public? Est-ce qu'il y a un public professionnel qui vient? Comment ça se... Oui, pour le fringe. Donc, Chypre est un endroit très isolé, c'est une île, donc une des choses principales pour nous, c'est certainement donc de faire le lien avec des programmeurs qui viennent pour essayer de mettre en place un réseau pour ceux qui montrent des spectacles sur l'île. Nous avons du Nordic Fringe, nous avions Adam Portek qui venait du Fringe suédois, Ankel Koimuis qui venait du Fringe finlandais. Et nous essayons d'amener des programmeurs internationaux pour nourrir cette idée de l'internationalisation sur l'île. Mais je crois que ce qui est très important à Chypre, un point très important, c'est pas l'internationalité en temps, mais le travail entre les communautés, la partie nord de l'île et la partie sud de l'île. Et pour ça, par exemple, nous avons développé un projet l'année dernière qui s'appelait Satellite. Satellite était une idée de ma part pour que les acteurs viennent à la capitale, à Nicosie, pour donner donc une sorte de seconde vie partout dans l'île.
Ça aide également donc l'artiste. Ce n'est pas juste un seul lieu, mais vous avez un deuxième, un troisième lieu. Nous avons essayé de faire des liens avec des galeries d'art, des théâtres, des organisations ou des salles de danse dans le Nord avec des universités du spectacle vivant dans le Nord et dans le Sud pour essayer d'amener ces personnes vers un type de public différent et donc avec des partenaires pour que nous puissions partager des ressources. Nous avons notre performance en tant que Buffer-Fringe, mais le partenaire va proposer va s'occuper de la billetterie et donc le soutien technique. Donc chacun utilise les ressources de l'autre. C'est une idée qui a été extrêmement utile et une situation très bénéfique pour nous tous, pour les artistes, pour nous en tant que Buffer-Fringe et pour d'autres lieux autour de l'île, d'autres organisations sur l'île. D'accord, donc on commence un peu à toucher le sujet, la question de la mutualisation. Ça veut dire que le satellite était une partie du programme du Fringe finalement. Enfin, ça se passait dans le cadre du Fringe. Yes. Et en même temps, tu nous ramènes encore cette idée que la question de l'internationalisation est très importante dans ton esprit pour cette l'enrichissement culturel de l'île et de son paysage culturel et de l'échange avec le public, etc. Mais il y a aussi cet aspect spécifique à Chypre qui est d'avoir une communauté, deux communautés qui parlent deux langues différentes. C'est une question qui n'est pas forcément naturelle pour nous qui sommes en France et je crois que c'est aussi quelque chose de... Donc l'idée pour toi, c'est aussi de favoriser la circulation des œuvres dans les deux territoires. Donc il y a presque une sorte d'envie politique, entre guillemets, de faire en sorte que les spectacles puissent circuler dans les deux... et que les deux côtés de l'île puissent collaborer ensemble, si je comprends bien. C'est ça. Oui. J'aimerais également ajouter l'idée que, surtout à Chypre, à cause de cet aspect bicommunautaire, donc cette dynamique politique tellement forte, et ça aide réellement à avoir les artistes en contact au loin de cette dynamique, mais dans un contexte international. Nous avons invité donc 10 spectacles l'année dernière, donc 7 venaient de pays européens. C'était bien de les amener pour pouvoir, en quelque sorte, contaminer la scène avec ce travail international pour permettre de croître et d'aller au-delà. Non seulement ce qui est possible en termes de discours esthétiques ou sur les spectacles vivants, mais pour sortir un petit peu les gens de regarder juste ce problème bicommunautaire, de cet aspect de l'île, qui est donc le problème qui est tellement dominant dans la vie de tous les jours, l'éducation tous les jours. Mon objectif également avec le Buffer-Fringe, donc 5, donc la dernière édition, donc c'est comme un peu dans une zone des Nations Unies, donc dans cette zone tampon qui unit les deux communautés, ce serait utile d'amener un facteur international dans ce mélange. Ça aiderait la situation pour comprendre que ce n'est pas seulement Chypre qui a un problème de communautés différentes, parce que ce n'est pas à Chypre, cela a un nom, et dans d'autres pays européens, il y a beaucoup d'autres dynamiques, des groupes d'intérêt, des communautés, on parle de politique. Ce qui se passe à l'heure actuelle en Europe, c'est certain qu'il y a un besoin d'également rassembler les communautés au lieu de les opposer. C'était une belle façon de montrer que nous ne sommes pas les seuls à Chypre qui avons ce problème, mais que littéralement le monde rencontre beaucoup des mêmes choses que nous. Et une chose l'année dernière, on en fait pour donner un thème pour cette raison, sous le parapluie des points de rupture, breaking points. Tout ce qui était point de rupture comme un signal pour un débat
pour discuter des différentes choses qui peuvent nous diviser en tant que société à Chypre, mais également à un niveau beaucoup plus personnel. C'est très intéressant. Donc on va peut-être revenir sur la question de la mutualisation de nouveau, puisqu'elle a commencé à l'aborder en parlant de la question de ce programme qui, encore une fois, se trouve dans le contexte plus large du Fringe. Et je vais peut-être me tourner de nouveau vers Krish pour lui poser la question de la frontière, parce que c'est vrai qu'on vous n'êtes pas concerné de la même manière par la frontière, mais à la tête en tout cas, dans ton travail au sein de ce projet transfrontalier, vous êtes aussi confronté à une question de frontière. Pyrénart, qui dit Pyrénart dit art, mais dit aussi Pyrénées, donc Pyrénart. Et donc les Pyrénées, c'est quand même la frontière la plus longue que la France a avec un pays étranger. Je crois qu'il y a 600 km de frontière d'un côté des Pyrénées à l'autre. Donc déjà, est-ce que tu peux, Krish, nous resituer un tout petit peu le contexte, je dirais, géographique d'une certaine manière. On connaît tous les Pyrénées, on sait tous qu'il y a les Pyrénées côté français, les Pyrénées côté espagnol. Est-ce que tu peux un petit peu situer déjà géographiquement quelle est l'étendue de ce projet Pyrénard, quelles sont les villes concernées, etc. etc. Oui. Peut-être des deux côtés, du coup. Un petit cours de géographie. Absolument. Alors, ça sera un cours de Pyrénart plutôt qu'un cours de géographie. Mais, donc, Pyrénart est un projet qui est programmé dans le cadre du second appel du POCTEFA. Le POCTEFA, c'est le programme opérationnel de coopération territoriale Espagne-France-Andorre, qui est donc un programme Interreg, programme européen, financé par des fonds FEDER. Alors, tout à l'heure, Achim disait qu'il faut qu'on parle. Alors avec grand plaisir, je serais ravie de parler avec toi de ce que tu mènes, mais Pyrénart a une particularité, c'est que les projets qui sont déposés dans le cadre du POCTEFA sont rattachés, je ne parle pas assez fort, si ça va, les projets qui sont déposés dans le cadre de Pyrénart sont rattachés à un territoire très précis qui est vraiment arrêté dans le cadre européen. Donc pour la France, ce sont les départements limitrophes, avec la frontière pyrénéenne. Je ne vais pas tous les citer, mais pour vous donner une idée de l'ampleur géographique, en fait, les partenaires du côté français de Pyrénart sont l'Ohara en Nouvelle-Aquitaine, la scène nationale de Tarbes-le-Parvis, la scène nationale de Foix, l'Estive, nous, Occitanie en Seine, et à titre quasiment dérogatoire, Circa qui est dans le Gers, mais parce que son rayonnement est international et que les infrastructures dont dispose Circa étaient un atout précieux pour le développement de notre projet d'internationalisation. Du côté des partenaires espagnols, il y a Bito Productions qui est à Gijón, en Catalogne. Il y a l'école de théâtre de Navarre à Pamplune. Il y a la ville de Saragosse, enfin plus particulièrement le Patronato de los Artes Escénicas y de la Imagen, donc, qui a à charge de la programmation de spectacles vivants pour la ville de Saragosse. Est-ce que je suis en train d'oublier quelqu'un? Non, je n'oublie personne. Et il y a la ville de Bilbao, notamment à travers le festival BAD. Voilà, donc ça fait 9 partenaires sur l'ensemble en fait, de la zone géographique transfrontalière pyrénéenne. On est vraiment dans une question de coopération territoriale. Donc nous, les questions qu'on a posées dès le début, en fait, c'est le dynamisme d'un bassin, d'un secteur professionnel des deux côtés de la frontière qui est très, très actif, et soulever la question de flux qui existent déjà, qui naturellement, en fait, on les passe les Pyrénées assez facilement. Donc, qui existe déjà, et de travailler en fait à cette proximité pour l'encourager encore davantage et en faire le premier pas vers l'internationalisation, sachant qu'un projet qui dès le début va être franco-espagnol aura cette teneur. Après, on évolue dans un contexte qui est aujourd'hui plus apaisé que celui que tu décrivais, Achim. Mais on se pose beaucoup de questions, les questions de la langue, les questions de la différence, les questions de la différence culturelle, elles sont omniprésentes quand on traite de l'international, en tout cas. C'est bien, c'est clair. On s'est rendu compte de l'étendue du territoire, et on se doute bien qu'il y a parfois
c'est pas forcément, ça va pas forcément de soi. Quelqu'un qui est du côté de Tarbes, aller tourner à Gironne, ça va pas de soi, pas plus que quelqu'un qui est à Montpellier ou quelqu'un qui est à Lyon ou à Paris, d'aller jusqu'à Gironne pour des questions d'accessibilité. C'est des régions qui sont un peu malgré tout isolées, avec peu de liaisons peut-être directes. Je crois qu'il y a cet aspect-là aussi qui existe. Je sais pas si tu le ressens. Moi, je sais par exemple que pour aller à Gironne, j'ai été récemment à côté la question en termes de kilomètres, ça paraît pas loin, mais en termes d'accessibilité, c'est des régions qui sont quand même relativement. En France, peut-être moins, parce que c'est Toulouse, je dirais la tête de. En fait, ça dépend toujours d'où on parle. C'est ça. C'est que ça. Quand on fait une réunion à fois, les partenaires de Montpellier, donc nous en l'occurrence, s'en réjouissent. Quand on va à Bilbao, pour nous, ça représente une journée de voyage. Donc ça dépend vraiment d'où on parle. Mais je pense que finalement, le premier frein à cette mobilité, ça va être la connaissance du territoire où que l'on soit. Tu parlais de la promotion tout à l'heure, Hakim. Voilà, comment est-ce qu'on partage la connaissance d'un secteur professionnel, de son actualité, et cet endroit, Pyrénart, est un espace de partage d'informations déjà. C'est le premier pas de la mutualisation, il est là. D'accord. Et aussi peut-être que le fait d'être plusieurs, puisqu'on revient sur la question de la mutualisation des ressources, la mutualisation des connaissances, la mutualisation de la matière grise, je dirais, des partenaires impliqués dans le projet. Mais est-ce qu'il y a au niveau de votre travail, de votre fonctionnement, est-ce qu'il y a ce souci de partager du coup, parce que je faisais allusion aux frais à l'accessibilité. Quand je parle de difficultés d'accessibilité, il y a aussi la question des coûts que ça engendre. Est-ce que du coup, comment vous mutualisez, si on va d'une manière un peu plus concrète, à quel endroit se trouve votre mutualisation sur le plan des ressources, par exemple, en dehors de comment vous mutualisez en fait dans la pratique? Alors, en fait, peut-être je vais commencer par schématiser Pyrénart. Pyrénart va agir déjà sur la question de la production, de la création. Donc, depuis l'ébauche d'un projet jusqu'à sa mise en tournée, enfin jusqu'à justement ses premières mobilités après la création. Et au-delà de la question de la production, on a aussi souhaité s'interroger sur la question de la formation et des compétences du secteur professionnel pour travailler à l'international. Donc d'avoir un programme de formation gratuit, en ligne, numérique, accessible, parce que voilà, les zones de montagne, c'est peut-être parfois plus long de se rendre du point A au point B. Il y a des choses qui peuvent être rendues plus accessibles, en particulier à travers le numérique. Ça ne vaut pas toujours pour le spectacle vivant et l'expérience du spectacle, mais sur la question de la montée en compétences, donc on le fait. Donc il y a ces deux dimensions prioritaires qui après vont se travailler différemment. Donc le soutien à la production, l'éco-production, c'est un premier endroit de partage et de mutualisation des ressources. Donc déjà à travers le partage de la connaissance de ces projets de création qui vont être présentés à l'ensemble des partenaires, à l'ensemble du collectif, par chacun des partenaires, avec une connaissance spécifique de son territoire et de son actualité, de l'actualité de son territoire, je veux dire. Pour qu'un projet soit pyrénartisé, pour qu'il soit coproduit dans le cadre de Pyrénart, il faut qu'il y ait un minimum de 3 partenaires qui s'engagent à la fois sur la production et sur la diffusion de l'œuvre, et que ce soit représentatif des deux côtés de la frontière. Donc en fait, voilà, ce premier pas de l'internationalisation va se trouver là. Un autre endroit où on va mutualiser des ressources, c'est dans l'organisation de voyages, de repérage, de découverte, d'endroits de promotion, réellement. Donc, Pyrénart était en novembre 2019 au CINAR à Montréal. Donc, on était une délégation de 22 professionnels qui venions voir cet endroit spécifique de promotion du spectacle vivant. Et nous serons en janvier 2020 à Santiago pour le festival Santiago à 1000 et Santiago Off. Vraiment pour aller questionner différentes manières de travailler la promotion du spectacle vivant, connaître les enjeux de tel ou tel endroit, de tel ou tel marché, même si c'est des termes qu'on n'a pas toujours envie d'utiliser, c'est aussi des réalités de fonctionnement, et d'aller comprendre un peu en fait de quelle manière les équipes artistiques seront le mieux dotées si elles doivent appréhender telle ou telle zone géographique.
Très bien. Donc l'organisation, donc vous organisez les 22 professionnels en question qui sont partis. C'est des professionnels impliqués dans le projet Pyrénart. Est-ce qu'il y avait aussi des compagnies qui... Il y avait des compagnies, des bureaux de production, des artistes, des partenaires. Voilà. Donc on était un groupe assez éclectique qui représentait aussi plusieurs disciplines artistiques. Donc en fait, on était vraiment... finalement représentatif du secteur. Très bien. Et donc, du coup, c'est très intéressant d'imaginer, en tout cas de l'endroit d'où tu parles, c'est-à-dire une agence régionale, comment une agence régionale va peut-être mutualiser le fait même d'organiser un voyage à 22. C'est pas la même chose que si les 22 personnes organisaient chacune de leur côté leur voyage. Donc, je crois que c'est déjà un premier endroit de mutualisation et je dirais, de réflexion d'un groupe d'une manière intelligente de se déplacer dans un but commun. C'est un premier endroit de mutualisation à l'international. Je ne sais pas comment que tu en penses. Absolument. Enfin, c'est un des endroits, c'est-à-dire que voilà, on en parlait un petit peu tout à l'heure, la mutualisation, comment est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on l'aperçoit seulement à travers le partage de ressources? Est-ce que c'est un partage d'informations, un partage de dynamique aussi, de priorités? C'est aussi, je pense que la coopération, c'est un endroit où le regard balaie constamment des priorités qui nous sont personnelles au sein de notre entité, de notre structure, à des priorités qui vont être plus collectives et partagées au sein d'un projet de coopération. Donc c'est ce constant balayage qu'on doit opérer et voilà. Une question, mais peut-être qu'il y a aussi des gens qui est une question peut-être qui va concerner des personnes dans le public. On va bientôt vous donner aussi l'occasion, bien sûr, de poser quelques questions aux intervenants. Mais je me posais la question, est-ce que les compagnies présentes ou les personnes présentes dans la salle sont toutes des compagnies, sont des bureaux de production? Est-ce qu'il y a des gens qui sont des organismes aussi de soutien au spectacle vivant, ou des agences? Donc le public est toujours ici à Avignon, et dans ce village, on a toujours un public très mélangé. Mais je me posais la question, est-ce qu'il y a des compagnies, par exemple, de cette région-là, de ce territoire-là, des Pyrénées ou non? Personne n'est des Pyrénées. Donc, est-ce que des compagnies qui ne sont pas des Pyrénées peuvent quand même travailler en collaboration avec des artistes de ce projet Pyrénart, ou est-ce qu'ils peuvent quand même, est-ce qu'il y a un quota? Je sais que c'est peut-être parfois un peu le mot à éviter, mais est-ce qu'il y a un quota de compagnies non, je dirais pyrénéennes au sens large du terme? Ah non, il n'y a pas de quota. Par contre, on a invité des compagnies dites internationales, c'est-à-dire pour faire le distinguo avec les compagnies du territoire, pour être aussi pour un positionnement international fort. Donc c'était les premières programmations des partenaires et qui ont généré aussi des temps de rencontre avec les artistes du territoire. Donc chaque programmation d'artistes en dehors du territoire a généré ces temps de rencontre-là. Aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur la deuxième étape du plan, c'est-à-dire les équipes du territoire. D'accord. Mais en tout cas, à un moment donné, vous avez ressenti ce besoin aussi d'inviter et d'avoir des compagnies étrangères, internationales, pour donner peut-être une épaisseur plus grande au projet, pour faire venir, pour attirer peut-être d'autres équipes, d'autres programmateurs, ou un peu comme disait tout à l'heure Hachim, qu'à un moment donné, ils ont invité aussi des compagnies internationales dans l'idée de diluer peut-être, de faire en sorte que les compagnies chypriotes des deux côtés ne soient pas des compagnies chypriotes, finalement, soient intégrées dans une programmation plus vaste où elles pourraient circuler de manière plus libre avec et comme les autres, quoi, finalement. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il me semble que c'est aussi la démarche. Tu as invité des compagnies, tu as fait une sorte de mélange de compagnies internationales et des compagnies locales, ce qui a favorisé la circulation des œuvres pour tout le monde. Et je pense que c'est un petit peu une sorte de dynamique similaire, c'est-à-dire l'international, les compagnies internationales amènent un public international, des professionnels internationaux. Est-ce que c'est un peu l'idée? C'est exactement ça. Je pense que au centre de notre réflexion autour de l'internationalisation, il y a la question des réseaux, et que pour poser les choses de réseau, pour créer des opportunités de réseau artistique, c'est susciter des rencontres entre artistes. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il s'agissait vraiment de réfléchir à l'échelle du secteur qui est sur cette zone transfrontalière, pour que des partenariats entre opérateurs, programmateurs puissent naître. Il faut aussi qu'il y ait des référentiels communs. Donc c'est en fait de mettre en place une dynamique. Et puis c'est aussi poser les bases d'une coopération, parce que là aussi, toutes les choses étaient décidées forcément avec une mutualisation. Pour qu'un spectacle soit accueilli, il faut qu'il y ait un minimum de programmateurs de part et d'autre de la frontière qui s'inscrivent dessus.
Donc on est en fait forcément dans des choses qui sont partagées, qui sont mutualisées. D'accord, très bien. Je vais me tourner de nouveau vers Hachim, donc pour lui poser donc la question pour aller un peu plus loin dans la question de ce partage, de ce partage des coûts. Tout à l'heure, Hachim, lorsqu'on a eu notre petite discussion, tu nous as parlé un peu de la manière dont vous aviez réussi à partager, à diminuer les frais de vos interventions, relatifs à la venue de vos intervenants. Tu m'as aussi expliqué comment tu avais essayé de potentialiser peut-être avec le même coût, faire en sorte que le spectacle tourne dans plusieurs endroits. Comment tu peux me expliquer donc au public ici présent comment ces endroits-là de partage de coûts, de diminution des coûts, comment donner des exemples un peu concrets de tout ça au sein de ces deux projets? Moi, j'aimerais utiliser un autre exemple, quelque chose qui démontrerait mieux un programme qui s'appelle Satellite, qui avait emmené d'autres organismes et qui a permis l'accès d'autres théâtres pour accéder à d'autres des compagnies théâtrales qui voyageaient à travers Chypre. Et donc, cela fonctionnait de manière différente. D'un côté, l'idée était d'avoir deux personnes de deux communautés différentes de l'île, de la communauté grecque, la communauté turque chypriote, où en fait il y a différentes communautés comme ça. Avec les Turcs et les communautés grecques étant les plus grandes communautés existantes. Mais il y en a 5 comme ça. Et donc, on a demandé des artistes de l'île à collaborer ainsi que les internationaux. Bien sûr, il y a toujours un problème de budget et on n'a jamais trop de soutien parce que sur l'île, les gens ne s'intéressent pas trop à des événements, des manifestations bicommunales, si vous voulez. Et donc, il y a un duet. Duet, c'est 2 personnes sur scène. Et nous avons invité des gens pour accueillir et pour les répétitions, par exemple. Et ils pouvaient l'utiliser pendant une semaine. Par exemple, il y avait le Good Institute qui était intéressé à offrir leur espace, leur infrastructure, leurs techniciens pour le duo qui se tenait. Et ils ont offert leurs ressources. Il y avait le Dance House aussi, Maison de la Danse Nicosia, qui est dans la pension grecque et à Nicosie, et ils ont offert leur espace et infrastructure et leurs techniciens. Et il y avait l'université des arts de scène à Kyrenia dans la partie grecque. Ils ont aussi offert leur espace pour les répétitions. Il y a une autre dans la zone tampon. Il y avait les Nations Unies, mais ils ont également un espace pour pouvoir faire des répétitions. Et ils ont offert cela. Donc, quelquefois, c'est vraiment très peu, même le partage de l'espace ou une infrastructure, quelque chose de très beau qui s'est passé. Et pour un seul exemple, il y avait un duo qui ont fait leur demande et les interprètes peuvent faire la demande. Alors, il faut qu'ils soient d'une communauté différente ou une discipline différente ou une expérience différente ou un différent niveau d'expérience ou différents âges. C'est vraiment les différences. C'est pour réunir des gens le plus différents possible pendant une semaine. Et ce qui s'est passé, il y avait une artiste grecque chypriote et c'est nous qui faisons les correspondances. Donc, eux, ils nous disent qu'ils veulent travailler avec un architecte ou un musicien, un dramaturge ou quelque chose pour développer leur travail. Donc, on essaie de trouver quelqu'un qui correspond à leur demande. Et donc, il y avait un duo potentiel. Il y a une qui voulait parler de l'insensibilité
et notre manière d'être vraiment à l'écoute l'un de l'autre et les frontières entre humains. Et l'autre qui avait l'idée de la peau étant le plus grand organe du corps. Et donc, bien sûr, on a facilité leur rencontre et c'était très très beau duo. Ils se sont produits sur scène, c'était magnifique. L'idée était de choisir le meilleur duo. Et donc, bien sûr, le lauréat de ce projet de duo qui a été choisi par un petit comité, et maintenant, ils sont en train de le produire, ça s'appelle la touche, ou le toucher, et ils étaient ailleurs, ils sont allés ailleurs, ils sont revenus à Chypre dans une autre communauté, ils sont invités à d'autres festivals, et donc c'est vraiment cette petite idée juste pour de faire la demande d'un espace de répétition pendant une semaine, voilà, et il y avait une vie d'après. Donc, c'était très bien pour l'Institut, c'était bien pour la zone tampon. Et donc, c'est pas tellement une grande infrastructure, un grand soutien, etc. On aimerait bien, adorerait avoir quelque chose comme votre programme Pyrénées, ça serait formidable. Mais quelquefois, en essayant de faire la meilleure utilisation des partenaires ou bien des contributions en nature, quelquefois cela suffit et cela va loin. Et donc, cela ouvre une voie pour les gens qui y participent et cela se lie tout de suite dans un festival en Europe ou une salle, un lieu à Barcelone potentiellement, car quelqu'un aurait trouvé cela intéressant, etc. Ou quelqu'un d'autre, quelqu'un à Lima, par exemple, et maintenant, on les a invités pour faire ce projet. Et donc, quelquefois, l'argent aide beaucoup, mais quelquefois, ces petits soutiens, comme le pollen, vous voyez, le pollinisateur, pour contaminer ou bien inséminer plutôt des personnes avec les ressources, et bien sûr d'avoir une salle, etc. Ce n'est pas toujours besoin d'être de l'argent ou une grande infrastructure, mais une petite connexion comme ça et des petites relations peut aller très loin. Donc, je ne sais pas si vous aimeriez réagir. Oui. Moi, j'ai failli le dire en anglais. Voilà, je vais parler anglais. Nous avons trouvé durant le process. Non, je vais le faire en français quand même. Si, ça marche. Je le fais en français, c'est pas grave. Sorry. C'est dans le processus de Pyrénées, un endroit les plus intéressants de mutualisation, finalement, ça a été le partage autour des coproductions. C'est-à-dire qu'il y a le partage de ressources, voilà, mais une équipe va être traversée, les périodes de création, c'est pas dans les plus sereines que connaissent les équipes artistiques, donc plein de questionnements. Et comment en fait les coproducteurs accompagnent les équipes. Donc on a un programme de mentoring où les artistes savent qu'ils peuvent faire appel à telle ressource, que ce soit le réseau en fait d'un des coproducteurs, un lieu, que ce soit un regard sur son spectacle, si le spectacle est prêt pour ça aussi, bien sûr. Ça c'est la décision de l'artiste évidemment, mais qu'on développe cet espace de voilà, alors le terme est très galvaudé, il est utilisé tout le temps, mais de bienveillance, en tout cas, d'accompagnement et de partage d'expériences autour du projet artistique pour consolider en fait l'équipe artistique dans son processus de création dans un objectif international. Oui, et surtout très astucieux. Je voudrais aussi rebondir par rapport à l'exemple que tu as cité, cette idée de faire partager peut-être à des lieux qui n'ont pas l'habitude de partager leurs locaux. C'est-à-dire qu'une école, rien ne l'oblige à partager ses murs pour accueillir des artistes. Une bibliothèque, rien ne l'oblige. C'est pas dans ses missions premières. Au contraire, parfois ça peut même leur créer des choses à gérer en plus, des équipes, ça les bouscule et parfois justement c'est ça qui fait qu'ils
Et là, ce que tu es en train de donner comme exemple, c'est comment se saisir d'un réseau, peut-être aussi du fait que vous êtes dans un territoire où il n'y a pas une profusion d'espaces scéniques dédiés, utiliser finalement des espaces qui ne sont pas dédiés et aller solliciter la bibliothèque, aller solliciter l'école, aller solliciter des lieux non dédiés et de faire en sorte que du coup, pour un coût et pour un investissement similaire, la pièce n'est pas vue une seule fois, elle est vue à différents endroits. C'est ce qui permet, comme tu dis, de développer peut-être son réseau et puis ses possibilités de rencontre. Parce qu'une diffusion, ce n'est jamais rien d'autre pour une compagnie ou pour un producteur. Enfin, c'est souvent la même chose. Pour un producteur ou un public, ou pour un artiste, c'est... Tout l'enjeu d'une représentation, c'est aussi de pouvoir montrer son travail et de faire en sorte que ce travail circule et aille retrouver d'autres publics. Donc je pense que c'est vraiment un bel exemple de mutualisation pauvre, mais entre guillemets, dans le sens où, mais en même temps extrêmement agissante et intéressante à explorer, à mettre en place. C'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude forcément d'aller taper dans les écoles ou dans des lieux pour essayer peut-être de trouver... Alors je sais pas, je dis pas que c'est facile et que c'est des conditions idéales ou que l'on recherche, mais des fois c'est peut-être une manière aussi de potentialiser une tournée en essayant de la montrer dans des endroits différents des lieux dédiés, je dirais. If I can add just to that, it's also... Si je voulais juste ajouter, c'est assez beau pour les artistes, les interprètes, pour pouvoir faire leurs travaux dans un musée ou une bibliothèque, par exemple, pas seulement pour les ressources qui aident pour le coût, par exemple, mais avoir un autre contexte qui peut être contaminé, c'est pas le mot, c'est inséminé, il me semble, pour pouvoir faire sur le niveau créatif qu'on ne pourrait pas trouver autrement, ou bien quelque chose de plus direct, parce que si vous êtes dans un lieu de répétition normal, ne pourrez pas dégager ce que peut dégager d'être dans l'Institut de Goethe, par exemple, ou une grande bibliothèque connue, par exemple. Et ça peut créer une autre dynamique. Est-ce que vous avez ce genre d'expérience de mise à disposition d'espaces d'espaces non dédiés? Est-ce que ça fait partie de vos habitudes de mutualisation, ou en tout cas est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Alors, pas sur les espaces non dédiés, non. Par contre, on s'est rendu compte de réalités très disparates des deux côtés de la frontière, et que, en fait, en l'occurrence, le côté français disposait de davantage d'infrastructures de création, c'est-à-dire vraiment des lieux dédiés à la création, et que dans notre complémentarité, la mise à disposition de lieux pour accueillir un temps de travail était bienvenue. Bien. Mais pas de travail dans les lieux non dédiés, en tout cas pas pour l'heure. C'est peut-être qu'un projet artistique le demandera. Pour le moment, ce sont des réunions qu'on organise un peu partout, dans des lieux étonnants. Très bien. Je ne sais pas, nous avons à peu près 50 minutes de conversation depuis tout à l'heure. Donc je ne sais pas s'il y a dans le public des gens qui veulent poser des questions sur la question ou qui ont expérimenté des choses autour de la mutualisation, ou qui ont des questions à poser sur le projet Pyrénart et dont ils pourraient s'inspirer peut-être, chacun à son endroit. Je ne sais pas quel est le public, quel est le profil du public qui est là, mais si vous avez des questions, je pense que ça peut être un bon moment de... Est-ce que vous avez des questions ou à Hachim, est-ce que vous avez des questions à poser? On a dû être très complet, brosser un tableau vraiment parfait. Moi, j'avais une petite question, Chris. Je ne sais pas si tu en as parlé, parce que j'ai dû m'absenter malheureusement, par rapport à la plateforme Pyrénart et à toutes les ressources mises à disposition des personnes accompagnées. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails de ce qui est mis à disposition et de cette proposition qui est nouvelle? Alors, donc c'est le MOOC. MOOC, c'est un acronyme anglais, Massive Online Open Course. Donc l'objectif, là, c'est la création d'un programme de formation destiné aux professionnels du spectacle vivant
numérique et gratuit. C'est le programme qui est numérique. Voilà. Donc ce sera en fait une session de cours sur 10 semaines, 10 modules, qui représentent à peu près 1h30 par semaine, pour que les apprenants puissent, à leur convenance, se connecter, prendre connaissance des documents. Et alors évidemment, chaque module est consultable de manière indépendante et en même temps rentre dans une logique complète, puisque les questions de promotion, de réseau, d'évaluation, d'administration sont traitées dedans par des experts, des professionnels qui ont été recrutés dans le cadre d'un appel d'offres diffusé de part et d'autre de la frontière. Donc ils sont hispanophones, francophones ou anglophones. Et les cours seront donc dans les 3 langues. Enfin, les cours. Les formations, les apports en compétences. Est-ce que ça répond suffisamment à la question ? Ça répond à la question. Est-ce que la plateforme sert aussi donc à la mise en réseau de tous les acteurs Pyrénart, ou est-ce qu'elle est surtout dédiée à la formation ? Non, alors il y a le site internet sur lequel les professionnels sont bienvenus pour laisser leurs coordonnées de manière à être tenus informés régulièrement à travers les newsletters, à travers les informations des différentes actualités du programme, que ce soit les programmations ou les séminaires, ou les informations concernant le MOOC, justement. Le MOOC est rattaché au site internet, mais c'est une plateforme qui lui est dédiée. Et puis, puisque je peux, du coup, j'en profite pour parler d'un séminaire Pyrénart qui sera accueilli par le festival Sismographe en Catalogne en avril 2020, où là, c'est un temps de mise en réseau présentiel. Oui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Hachim, mais en tout cas, si on parle de réseau comme un espace aussi de mutualisation pour des questions internationales, on peut aussi imaginer la manière dont ces compagnies qui sont soutenues dans le cadre de Pyrénart, est-ce que ces compagnies bénéficient d'un outil de visibilité, de diffusion, qui serait encore une fois mutualisé par les équipes? Est-ce que dans le site on envoie de newsletters? Est-ce que vous mutualisez aussi ce genre de moyens, des moyens, je dirais, liés à la communication et à la diffusion? On a conçu des fiches pour proposer aux équipes accompagnées de nous transmettre leurs informations, et aussi de manière à ce qu'on ait quelque chose d'un peu systématique. Les informations de tous les spectacles accompagnés dans le cadre de Pyrénart sont disponibles sur le site. Et puis, je pense que le premier vecteur d'information de ces spectacles, ce sont les professionnels partenaires qui, dans le cadre du projet aussi, ont à charge, ou plutôt on accompagne les spectacles jusque dans leur diffusion en invitant des professionnels à venir voir et découvrir le travail de ces artistes. Donc la visibilité professionnelle, c'est vraiment une question qui est au centre de nos préoccupations pour aller justement sur l'international après. Et une question, pardon, tu voulais réagir? Oui, j'aimerais ajouter également, du point de vue d'un artiste, pas comme directeur artistique du Fringe, d'après mon expérience, encore une fois, quelquefois il est mieux d'avoir des grandes structures financières mises en place dès le début, 3 partenaires, 3 pays. Bon, ça ne m'est jamais arrivé, mais d'avoir un budget plus important et les fonds disponibles, préparés avant. Mais d'après mon expérience, ça aide réellement, encore une fois, faire du networking pour d'avoir des partenaires supplémentaires. À ce moment-là, il faut sortir le projet. J'ai eu l'idée, quand vous avez parlé de promotion, mais d'également approcher des partenaires qui ne peuvent pas apporter un soutien financier, mais aller voir des partenaires qui veulent bien faire de la promotion. Et cela fonctionne pour les deux. Si c'est une bonne performance, un bon projet, ça fonctionne pour le partenaire également. Mais je crois beaucoup
à obtenir le soutien. Non seulement je veux votre argent, mais je veux votre soutien pour que nous puissions également vous soutenir. Ça a beaucoup à voir avec l'attitude et vos intentions. Pas simplement de prendre quelque chose, mais également de donner. Il y a une sorte d'échange. Et quand une institution comprend ça, en tant qu'artiste ou compagnie, vous avez développé un climat de confiance, parce que les gens qui vont vous aider à promouvoir, si vous avez présenté quelque chose, il y a simplement 5 personnes, c'est bien d'avoir 5 autres organisations qui apportent leur soutien, parce qu'ils vont amener les gens, ils peuvent aider par exemple à faire la billetterie pour vous mettre non seulement sur leur site web, mais vous mentionnez dans leur newsletter. Ils peuvent, c'est pas seulement donc à Chypre, mais donc ils peuvent également en contact non seulement donc l'Institut Goethe de Chypre, mais également mondial. Et à partir de votre projet qui était différent, c'est toute une question de connexion, de networking, et cette question de promotion. Et c'est incroyable. Tout ce que nous avons pu avoir en tant que compagnie de spectacle vivant, combien peut venir des petites graines quand nous demandons aux gens de nous aider d'autres façons plutôt que financières. Et il y a eu un retour avec chaque projet et la dynamique augmente à chaque fois. C'est tout à fait ça. C'est l'idée que la mutualisation, elle va bien au-delà de l'aspect, puisqu'on parle de mutualisation, on parle pas de coproduction vraiment. Quand on parle de coproduction, on pense tout de suite à l'argent d'une manière générale. La question de la mutualisation et du partage, elle se fait à plusieurs endroits et chaque compagnie, chaque lieu, chaque partenaire a ses outils de promotion, etc. Et c'est quelque chose qu'on néglige parfois, la puissance du réseau de chacun. C'est-à-dire qu'à partir d'un partenaire, on peut, à partir de cercles un petit peu concentriques, toucher d'autres niveaux, d'autres partenaires, d'autres zones qu'on n'aurait peut-être pas atteintes si on était seul dans son coin à faire sa communication. Et ça, c'est aussi quelque chose on gagne beaucoup, je pense, à mutualiser les ressources de communication. Surtout aujourd'hui où on marche beaucoup par recommandation, par le fait d'avoir un partenaire qui recommande, en vous mettant dans la newsletter, en insistant bien pour qu'il le mette dans la newsletter, qu'il ne néglige pas ce rôle-là qu'il a à un endroit où il est, parce qu'il est partenaire après tout. C'est finalement aussi une manière de créer cette espèce d'échange gagnant-gagnant où chacun bénéficie un petit peu de la notoriété de l'autre, en tout cas de l'énergie et de l'envie de l'autre, quoi. Et je pense que ça peut favoriser ce rapport d'égalité que tu évoques, d'égalité dans les relations et dans les... Yes, I wanted to just add one thing. Je voudrais juste ajouter une chose. Il me semble que dans le monde d'aujourd'hui, c'est encore plus important d'avoir ce type de diffusion, de promotion, d'avoir une variété de partenaires. Ça ne marche plus d'avoir juste un média, un article dans la presse qui peut promouvoir tout un événement. Et aujourd'hui, il y a tellement de chaînes de médias que vous pouvez vraiment en profiter. Je crois qu'un bon partenariat et la promotion, c'est une excellente façon de travailler. C'est bien de demander aux gens si ils peuvent promouvoir votre œuvre ou s'ils peuvent vous donner de l'espace de répétition 5 fois. Mais à la fin, ça revient à un soutien financier dans de nombreux cas. Parce que quand ça s'est produit plusieurs fois, encore une fois, il y a ces questions de confiance et de connexion. Donc pour nous, ça revient en tant que compagnie des spectacles vivants. D'un seul coup, donc, on a une connexion, une aide avec une ville, un soutien donc avec notre artiste, une situation similaire. C'est aussi la question de l'expérience et des compétences des individus qui composent le partenariat ou qui sont dans les partenaires ou partenaires associés, effectivement, ou dans les réseaux de chacun. Parce que tous ces savoir-faire vont être à tel endroit d'une justesse et d'une pertinence qui était nécessaire. Et je crois qu'il y a aussi la question du temps, tu l'évoquais, on the long term. Et effectivement, ces questions de coopération ou de projets de partenariat et de mutualisation, ça nécessite de la confiance, ça nécessite
du temps. En fait, pour donner une idée, Pierre-Enart donc a débuté en octobre 2017, se termine en octobre 2020, et nous avons travaillé dessus depuis 2015. C'est-à-dire que les premières discussions ont débuté en 2015. Donc c'est 2 ans et demi quasiment de développement pour en arriver là. C'est ça. Donc, voilà. Donc je pense je ne sais pas si vous avez encore une fois des exemples, des anecdotes, des réussites ou des échecs dans des expériences de mutualisation à l'international. Je pense que ça peut être intéressant. Les limites de la mutualisation, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui ont des anecdotes ou des exemples ou que cette notion de mutualisation énerve parce que ça veut dire qu'on n'a jamais l'argent? Non? Pas de réaction. On va peut-être juste poser la dernière question du coup à cet endroit-là. Quelles sont les limites de la mutualisation? Quel est l'endroit où on ne peut plus mutualiser? Là, je vous prends un peu de cours. C'est une question à laquelle j'avais pas réfléchi moi-même. Mais est-ce qu'il y a des limites? Quelles sont les limites de la mutualisation? À quel endroit la mutualisation, le fait d'être à plusieurs dans un partenariat et le fait de devoir mettre des ressources en commun, à quel endroit? Et là, je vais même au-delà du cas de Pierre-Enart, des anecdotes de notre vie professionnelle. Est-ce qu'on a éprouvé, est-ce que vous avez éprouvé à un moment donné les limites de la mutualisation? Alors, je ne sais pas si ma réponse sera juste, mais pour moi, un endroit qui peut être un endroit un endroit consolidé, on va dire, c'est la question de la gouvernance. Parce que pour mutualiser, il faut avoir autour de la table toutes les personnes qui peuvent réellement prendre la décision de la mutualisation, de oui on y va, de oui on va le faire comme ça. Et parfois, ça ne se passe pas comme ça. C'est que parfois, il faut en référer à un tel qui va le valider auprès d'un tel autre. Et voilà, donc on en revient à la question du temps, cette fois à un autre endroit. Mais voilà, c'est aussi que les gouvernances, les structures sont toutes différentes. Alors là, pour le coup, c'est culturel ou pas. C'est international ou pas, et c'est que c'est un endroit de constante adaptation. Est-ce des limites de la mutualisation? Je crois que pour moi, il n'y a pas de limite à la coopération, à la mutualisation des moyens, sauf quand ça devient laborieux ou quand le résultat est moindre par rapport au temps qui a été consacré, parce que dans chaque partenariat, chaque organisation ou chaque individu que vous allez voir pour demander de l'aide ou pour partager des ressources, de toute façon, ça prend du temps. Donc, quelquefois. Donc, le résultat est très grand. D'autres fois, si le résultat est trop petit, ce n'est pas gérer la déception de tout cet investissement qui se fait en nature, finalement, avec peu de contrepartie financière et qui, des fois, peuvent ne pas aboutir. Alors, sauf si l'aboutissement attendu, c'est finalement une meilleure connaissance mutuelle et de pouvoir la prochaine fois aller plus vite. C'est aussi, je pense que comme pour tout projet de coopération, pourquoi est-ce qu'on s'y investit? Voilà. Qu'est-ce qu'on en attend finalement? Et si on est super clair là-dessus, je crois que alors voilà, les choses vont plus facilement. Très bien. Question bonus, la question de la traduction ou des langues. Comment vous réglez ça dans un projet? Est-ce que c'est aussi le choix d'une langue, le choix des documents à traduire? Comment on finance ça? Est-ce que c'est aussi un endroit de mutualisation Alors pour nous, c'est à la fois un endroit de mutualisation dans les traductions, enfin interprétariat consécutif pendant les réunions, parce que les réunions doivent être bilingues et il faut vraiment faire attention aux Français qui ont vite tendance à beaucoup parler. Alors la réunion, elle est à 70% française. C'est une boutade, mais pas tellement, en fin de compte. Et sur les documents écrits, on fait appel à des services spécialisés. Mais et on s'est tous aussi mis, nous, à l'apprentissage, en l'occurrence de l'espagnol, pour communiquer plus facilement avec nos partenaires. Et voilà. C'est du temps. Et vous, est-ce que... Pour nous, c'est une question facile. Tout se fait en anglais. À Chypre, officiellement, il y a donc l'anglais, c'est formidable. Du point de vue international, bien sûr, pour nous, en tant que compagnie, la plupart de notre travail est en anglais. Les performances, donc, ça font également en anglais.
parce que nous venons de tellement de pays différents. Donc, il y a un accord, il dit que c'est l'anglais, donc pour nous c'est facile. Désolé, donc je ne peux rien ajouter là-dessus. Très bien. On va peut-être mettre un terme à cette conversation, à cette discussion. On voudrait remercier donc le HOF d'avoir proposé cette rencontre, Krish et Hachim d'avoir accepté aussi d'intervenir. Et on va dire à bientôt aux uns et aux autres. Avec plaisir, merci. Oui, merci Avignon, merci Gabriel de nous avoir rassemblés aujourd'hui. Merci, je voudrais vraiment remercier encore une fois le Focus International pour avoir mis en place ce programme et pour nous avoir invités. Merci.